Agbenossi, pour ceux qui le connaissent, c'est un haut fonctionnaire, un fonctionnaire international, un cadre mérite. Agbenossi, c'est un grand diplomate qui a l'expérience de la diplomatie, un consultant international qui a fait des propositions concrètes, des propositions au chef de l'État béninois. On a suivi un peu le feuilleton au lendemain de ces propositions faites par l'ancien ministre Aurélien Agbenossi. Et on a vu que le président béninois a reçu une délégation de la Chine. Une délégation de la Chine a été reçue. Et le même jour, le top a été donné par le président béninois. On a constaté que son actuel ministre des Affaires étrangères, le ministre qui a en charge tout ce qui concerne les mines en République du Bénin, je vais parler de Sambi Adambi, une forte délégation gouvernementale s'est rendue sur les lieux pour procéder à la levée, bien sûr, à la levée de l'embargo. Une chose est claire, pendant un an, il y a la Chine qui a avancé plusieurs milliards de francs CFA en termes d'avance, en termes d'acompte pour l'achat du pétrole brut de la part de la Chine. Ce que le Bénin gagne dans cette affaire, c'est le transit. C'est le transit parce que, vous savez, l'embarquement, le dédouanement au niveau de nos côtes ici, c'est plusieurs millions de francs CFA. C'est vrai, on nous parle en moyenne par jour de 27 millions de francs CFA. Combien de jours ça fera, je ne saurais le dire. Une chose est claire, c'est un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat économique entre les deux États frères qui hier sont des États siamois. Aujourd'hui, je pense quand même que même s'il y a un petit différent entre ces deux États, entre le Bénin et le Niger, avec les interventions des uns et des autres, avec les propositions, les suggestions des autres chefs d'État, des anciens ministres des Affaires étrangères, en l'occurrence, si vous suivez même Aurélien Agbenossi qui a fait des propositions concrètes, et je pense que ces propositions sont en train d'une manière ou d'une autre de porter déjà leurs fruits. Et si cette rencontre doit se tenir dans quelques semaines, je vais parler de la rencontre entre l'État béninois et l'État du Niger, c'est à mettre à l'actif des deux peuples. Parce que notre diplomatie en a besoin. La diplomatie du Bénin et la diplomatie du Niger sont des diplomaties qui ne doivent pas être séparées. Je pense que l'heure a sonné pour que ces deux pays étonnent le monde entier, pour que ces deux pays reviennent à la raison. Évidemment, si Patrice Talon avait pris l'engagement de mettre sous embargo l'exportation du pétrole brut du Niger, c'était pour amener Tiani à venir à une table de négociation. C'était pour amener le général Tiani du Niger à venir échanger avec lui, à trouver ensemble un terrain d'entente pour que les deux États puissent continuer à vivre comme ils vivaient depuis des décennies. Vous savez l'histoire de l'OCBN, Organisation commune Bénin-Niger. Je veux parler du chemin de fer. Il y a plusieurs choses qui lient le Bénin au Niger. Il y a plusieurs choses qui lient ces deux États. Même si nous parlons de la CEDEAO aujourd'hui et que le Niger estime qu'il ne fait plus partie de la CEDEAO, même si le Niger a démissionné et que la CEDEAO n'a pas acté la démission, je pense quand même que les deux États, c'est-à-dire le Bénin et le Niger, sont appelés à vivre ensemble, sont appelés à rester ensemble jusqu'au soir de nos vies. Nous avons vu que le coton que nous produisons dans nos communes comme Karimama, comme Banikwara, comme Kandi et autres, nous avons constaté vraiment que ce coton est transformé au niveau donc de ce centre. Nous avons également vu que l'acajou, donc qui est également produit, est également transformé ici. Et donc la plupart donc de nos produits locaux sont transformés au niveau donc de ce centre-là. Donc il va falloir que nous puissions comprendre qu'au-delà de tout, c'est vraiment un grand centre qui non seulement
donc permet de transformer nos produits locaux, mais également ça permet donc la création de l'emploi. Ce que j'ai vu est très impressionnant. Je rends grâce à Dieu. Nous, producteurs, devons faire plus d'efforts. Je supplie mes frères, mes pères et mes oncles, en tout cas tous ceux qui sont agriculteurs, qui n'ont qu'à vraiment doubler d'efforts dans la production de coton, de soja et autres. Au niveau de Glodjigué, aujourd'hui je me rends vraiment compte qu'il y a vraiment donc de la matière et qu'il faille vraiment que nous puissions comprendre qu'une partie vraiment de notre production doit être orientée au niveau donc de ce centre-là pour que ça soit véritablement transformé et que ça puisse créer vraiment de la richesse au niveau donc, de notre pays. Chaque fois que je passe devant et que je lis l'insigne, je me disais chaque jour comment je pourrais arriver à voir ce qui se passe là-bas. Mais ce que j'ai découvert, c'est vraiment, ça dépasse l'entendement. Avec de grandes industries de la sorte, au niveau du soja, au niveau des noix de cajou, au niveau de l'huile de coton, ça ne peut qu'apporter que de bonnes choses. Moi, je trouve que vraiment c'est très grand, c'est vraiment magnifique. On ne peut qu'encourager le chef de l'État. Je ne pourrais que le féliciter d'avoir eu une idée aussi géniale. De sorte que, quand on traverse, on ne peut pas savoir que c'est tout un village, tellement c'est grand. Je suis très heureuse parce que je n'ai jamais vu ça. Comme c'est la première fois, je suis très heureuse. Là où on peut vendre les matières premières, bon, il y en a au Bénin. Je voudrais rappeler qu'il y a 3 ans, nous étions ici à la création donc, de ce site, de ce complexe industriel, et on avait vu les cartographies de chaque zone. Aujourd'hui, pour une seconde visite, nous avons été vraiment surpris agréablement parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a été cartographié, tout ce qui nous avait été dit au départ pour pouvoir nous amener à voter des lois conséquentes ont été réalisés à 100%. Ou bien en cours de réalisation. Les 400 hectares qui étaient prévus pour être couvertes dans un premier temps l'ont été entièrement. Nous sommes vraiment satisfaits et nous pensons que les filières qui ont été dédiées pour ce projet aujourd'hui auront d'ici là un impact positif pour le développement de notre pays. C'est vrai, nous avions entendu parler de GDZ, de Glodjigué. Il faut venir voir soi-même pour apprécier ce qui est pensé pour notre pays. C'est un appel à toute la jeunesse. C'est un appel à nos paysans, à nos agriculteurs, pour dire ce qu'ils font aujourd'hui va créer véritablement de la richesse, va créer d'emplois. Ce que nous avions eu, 12 000 aujourd'hui de jeunes Béninois travaillent ici, dans ce centre industriel. C'est à saluer, c'est à encourager. Et pour que cette activité, cette action, cette ingéniosité puisse être pérennisée dans le temps, il faut véritablement que la dynamique continue. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il faudrait que nous ayons le courage de le dire. Quand c'est bon, eh bien de féliciter le chef de l'État et son gouvernement pour cette vision noble qui aujourd'hui place notre pays dans les plus grands concerts des nations. Aujourd'hui, on peut bomber le torse, dire nous sommes béninois parce que nous sommes véritablement fiers d'être béninois. Il y a beaucoup de choses qui viennent encore, des unités qui vont être mises en place parce qu'actuellement c'est sur 400 hectares, mais la prévision sur 2030 c'est jusqu'à 1640 hectares. Et donc en termes d'emploi, on peut être satisfait de ce qui est fait, mais dans les jours à venir, dans les années à venir, il y aura encore beaucoup plus de jeunes qui seront employés dans ces unités. C'est à notre actif. Cérémonie solennelle avec de nombreux chefs d'État de la sous-région
Le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a prêté serment jeudi à N'Djamena. Le général de 40 ans et chef de la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans a été élu avec 61% des suffrages le 6 mai dernier, selon les résultats définitifs proclamés il y a une semaine par le Conseil constitutionnel. Et il avait face à lui son premier ministre Succès Masra, crédité de 18,5% des suffrages. L'opposant rentré d'exil quelques semaines avant les élections a vu son recours en annulation rejeté par le Conseil. Mahamat Idriss Déby succède ainsi à son père, le président Idriss Déby Itno, tué au combat contre les rebelles en 2021 après 3 décennies de règne. Il s'agit du tout premier transfert démocratique du pouvoir dans ce pays de 18 millions d'habitants depuis son indépendance en 1960. Le président kenyan a rencontré le président de la Chambre des représentants Mike Johnson au Capitole mercredi. William Ruto est en visite d'État de 3 jours aux États-Unis d'Amérique, alors que son pays s'apprête à déployer des forces en Haïti dans le cadre des efforts déployés par l'ONU pour tenter d'apaiser la crise sécuritaire qui s'aggrave dans ce pays des Caraïbes. Nous sommes très reconnaissants au Kenya pour son partenariat dans la lutte contre les extrémistes dans le monde et contre les Houthis dans la mer Rouge et dans d'autres régions. Nous sommes très reconnaissants au Kenya pour l'aide qu'il a apportée à Haïti ces derniers jours dans notre hémisphère afin d'essayer de maintenir la stabilité. Et nous applaudissons tout le bon travail et le leadership que vous avez déployé en ce qui concerne les lois anticorruption et toutes ces choses vraiment, vraiment importantes. Nous célébrons cette année 60 ans d'amitié solide entre les États-Unis et le Kenya, une amitié partagée dans de nombreux domaines. Comme vous l'avez bien dit, dans le domaine de la paix et la sécurité, je pense que nous avons des positions communes sur la collaboration avec différents pays pour trouver des solutions aux problèmes de sécurité. Par exemple, dans la Corne de l'Afrique, nous avons des problèmes de sécurité en Somalie. Et vous l'avez dit à juste titre, nous luttons contre Al-Shabaab depuis près de 20 ans. Une partie de la conversation que nous aurons portera sur la manière de s'assurer que le retrait des troupes de l'armée ne crée pas un vide qui finira par être comblé par Al-Shabaab. Le Kenya, les États-Unis et d'autres États de la ligne de front doivent travailler ensemble. Il ne s'agit pas d'un retrait basé sur un calendrier, mais sur des conditions. Les États-Unis collaborent depuis des années avec le Kenya dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, notamment contre le groupe extrémiste Al-Shabaab. Le président américain Joe Biden a salué jeudi le leadership de William Ruto, le félicitant pour son intervention en Haïti en proie à l'instabilité politique. La présence du président Ruto à la Maison-Blanche marque la première visite d'État aux États-Unis d'un dirigeant africain depuis plus de 15 ans. Nous allons fournir la logistique, les renseignements et l'équipement. D'ailleurs, certains équipements sont déjà arrivés. Le Kenya renforce ses effectifs de police et d'autres pays prévoient d'en faire autant. Les États-Unis vont soutenir l'effort collectif dans ce domaine. Bien entendu, le Kenya ne fera pas cavalier seul. Nous travaillons avec le Congrès pour fournir 300 millions de dollars à la mission sécuritaire de support multinational et 60 millions supplémentaires pour l'aide à l'équipement. Nous avons également reçu et continuons de recevoir des contributions importantes d'autres partenaires. Le président Ruto et moi-même sommes d'accord pour dire que le peuple haïtien mérite mieux, qu'il mérite la paix et la sécurité. Cette visite intervient au moment où le gouvernement de Nairobi envoie des policiers en Haïti pour aider à réprimer la violence des gangs dans ce pays des Caraïbes. La participation du Kenya en Haïti n'est pas tant liée à ce qui s'est passé dans le passé. Il s'agit de ce en quoi nous croyons, la paix et la sécurité de l'humanité. Et nous ne pensons pas que les États-Unis engagent le Kenya parce que les États-Unis ne peuvent pas engager le Kenya. Je suis le président du Kenya. C'est à moi de prendre cette décision et c'est au peuple kényan d'engager ses propres troupes en utilisant ses propres structures. Nous avons suivi les procédures en vigueur au Kenya. Le Parlement a donné son accord. Nous avons un mandat clair.
nous disposons d'un cadre clair. Et c'est nous, le peuple kényan, qui avons pris cette décision dans l'intérêt de servir la paix et la stabilité en tant que citoyens du monde responsables et en comprenant que l'insécurité et l'instabilité, n'importe où, sont synonymes d'insécurité et d'instabilité partout. Les 1000 officiers kényans qui se préparent à se déployer en Haïti feront partie d'une force multinationale bénéficiant d'un soutien financier des États-Unis mais pas de troupes américaines. En Grande-Bretagne, le zoo de Chester a annoncé jeudi l'arrivée d'une famille de singes de Holloway, l'une des espèces de primates les plus menacées au monde. Selon les responsables du zoo, ces singes sont en voie d'extinction en raison de la perte de leur habitat en Afrique de l'Ouest. La déforestation, l'expansion de l'agriculture et le braconnage dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana font qu'il en reste que quelques centaines sur la planète. Le personnel de l'établissement a qualifié l'arrivée des singes d'incroyablement spéciale. La famille de 4 individus comprend la mère Masaya et le père Grisou, ainsi que 2 jeunes fils, Anom et Ido. Le zoo a déclaré qu'elle ferait partie d'un programme international de reproduction visant à préserver l'espèce de l'extinction. Ces singes Holloway ont une apparence unique, un corps sombre, un torse blanc et une collerette blanche distinctive autour du visage. Les 9 Égyptiens accusés d'avoir participé à l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers de la Méditerranée ont été libérés en Grèce. Mercredi soir, 8 des accusés ont été relâchés de leur détention dans une prison près de la ville de Nauplie. Le 9e était quant à lui sur le point d'être relâché d'un autre établissement pénitentiaire. Après avoir été détenus pendant près d'1 an en attente de leur procès, les ressortissants égyptiens ont vu l'affaire être rejetée par un tribunal grec mardi, lequel a invoqué son manque de compétences. Avant le procès, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées lundi pour demander leur libération, dénonçant également la responsabilité des autorités grecques. Pour rappel, les accusés se proclamant comme des survivants injustement poursuivis étaient spécifiquement inculpés pour avoir causé le naufrage de l'Adriana en juin 2023. Ce chalutier surchargé naviguait de la Libye vers l'Italie avec des centaines de migrants à son bord. Le roi de Bahreïn est à Moscou pour discuter de coopération. Ahmad Ben Issa Al Khalifa est arrivé mercredi à Moscou où il a été reçu par une cérémonie de bienvenue diffusée en direct à la télévision russe. Alors qu'il a rencontré Vladimir Poutine ce jeudi, le roi a souligné le rôle de la Russie dans le maintien de la paix au Moyen-Orient. Nous avons conclu un accord pour organiser une conférence internationale pour la paix. Et la Russie est le premier pays auquel je demande de soutenir cette conférence. Car sans le soutien russe, celle-ci n'a aucune valeur. Et c'est également la même chose avec d'autres pays internationaux, très influents. Par conséquent, nous espérons réussir à organiser cette conférence à Bahreïn. Les 2 dirigeants ont abordé divers sujets, notamment les échanges commerciaux et la politique internationale. Vladimir Poutine a par ailleurs noté une avancée dans les relations commerciales entre les 2 nations, citant de nombreux projets en cours. S'agissant du niveau des relations commerciales, malheureusement il est encore de nature symbolique. Mais les tendances sont bonnes. En ce qui concerne la coopération en matière d'investissement, la situation est plus favorable. Environ 30 grands projets sont en cours de réalisation et le volume total d'investissement se situe autour de 500 millions de dollars américains. Cette visite du roi de Bahreïn marque sa première visite en Russie depuis 2016.
Des dizaines de milliers de personnes ont défilé jeudi à Mashhad, dans le nord-ouest de l'Iran, pour saluer la mémoire du président Ebrahim Raïssi. Des hommes de tous âges, des femmes et des enfants ont marché le long de l'avenue qui mène au mausolée de l'imam Reza, principal sanctuaire chiite du pays. Raïssi, qui présidait l'Iran depuis 2021, est décédé à 63 ans dans la chute de l'hélicoptère qui l'amenait dimanche vers Tabriz, après avoir assisté à l'inauguration conjointe d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev à leur frontière commune. 7 autres personnes, parmi lesquelles le chef de la diplomatie Hossein Amir Abdollahian, ont été tuées dans le crash. Durant sa présidence, Ebrahim Raïssi a fait face à un mouvement de contestation populaire en 2022 et à une crise économique aggravée par des sanctions américaines. Les autorités vont devoir organiser l'élection présidentielle fixée au 28 juin prochain. Le dépôt des candidatures à la présidentielle s'ouvrira officiellement le 30 mai et la campagne électorale débutera le 12 juin.